et j'accueille Éric Heyer, économiste à l'OFCE. Je vous ai invité, Éric Heyer, pour parler des gilets jaunes, parce qu'il y a une dimension essentielle dans cette colère. Cette dimension essentielle, c'est le pouvoir d'achat. Mais avant, j'aimerais qu'on s'intéresse au pouvoir d'achat de Carlos Ghosn, parce que Camille Magnard en a parlé. On lit par exemple dans le Financial Times que cet homme, en 2015, avait touché sur 5 ans 89 millions de dollars de rémunération. Et donc on peut imaginer qu'à ce niveau de rémunération, on soit, disons, doté d'un pouvoir d'achat confortable. On découvre qu'il n'en est rien. Et finalement, si vous ne pouvez pas vous prononcer par rapport à la culpabilité de cet homme, en revanche, il y a des théories économiques qui expliquent que les désirs de l'homme sont infinis, n'est-ce pas ? Oui, il y a à la fois les désirs de l'homme qui sont infinis, et donc là, ce n'est bien une illustration en tout cas, même si ce n'est pas la preuve. Alors, et ça me... Mais surtout, ça me met à l'idée le fait qu'il y a des études assez centrales qui nous expliquent que globalement, dans tous les pays, lorsqu'on pose des questions aux citoyens, à votre avis, quel doit être le rapport entre le plus bas des salaires et le plus haut des salaires, au maximum, on trouve que c'est tolérable quand on fait un fois 8, fois 9. Vous voyez, pas plus que ça. Et là, on est à des fois, je sais même plus combien. Oui, c'est ça. Il va falloir poser la multiplication. Et donc, et ça peut paraître intolérable lorsqu'on pose la question dans les enquêtes, et pourtant, on laisse faire, parce que, oui, dans un premier temps, c'était complètement légal ce que touchait Ghosn. Mais vous voyez que là, ça met vraiment en lumière qu'on va sur des salaires qui sont vraiment gigantesques, qui sont insupportables lorsqu'on s'y arrête 2 minutes. Et après, on se rend compte qu'en plus, ces personnes-là ne se contentent pas uniquement de ces rémunérations-là et vont en plus frauder le fisc. Oui, parce que là, donc, il y a de la fraude fiscale et il est aussi accusé, alors bien entendu, il n'est pas encore jugé, mais il est aussi accusé de malversation. Il y aurait donc toute une série d'abus de biens sociaux. Il aurait profité des propriétés des entreprises qui ne sont pas ses propriétés pour ces biens pour à des fins personnelles. Éric Heyer, l'autre chose, c'est que cela marque probablement une rupture supplémentaire dans l'histoire du capitalisme, parce que nous, on était habitués à lire certains sociologues, je pense par exemple à Max Weber, l'un des pionniers de la sociologie, que le capitalisme était né dans l'atmosphère ascétique du protestantisme, et là, on a quitté tout ascétisme et toute rationalité, n'est-ce pas ? Enfin, toute rationalité, je sais pas. Vous voyez, la rationalité, elle est multiforme. Donc, non, c'est une sorte de rationalité. Justement, on veut gagner toujours plus, et on considère que qu'on apporte énormément à sa société, et qu'on peut évaluer ça à des montants qui sont astronomiques. Et on n'est jamais assez bien servi dans sa forme de rémunération. Donc, c'est une forme de rationalité. Autre cas de figure, à l'autre bout de la société, il y a ceux qui sont aujourd'hui porteurs de gilets jaunes, qui manifestent parce qu'ils considèrent que les taxes dont est frappé le carburant et notamment le diesel, Éric Heyer, sont aujourd'hui de nature à réduire considérablement leur pouvoir d'achat. Et si je vous ai invité, c'est pour savoir dans quelle mesure cette baisse du pouvoir d'achat était une baisse du pouvoir d'achat réelle ou ressenti. Votre point de vue sur le mouvement des gilets jaunes? Non, alors bien sûr, les gilets jaunes, il y a beaucoup de revendications, hein, mais il y a bien entendu, il y a le pouvoir d'achat qui est au cœur des revendications. Alors, lorsque vous regardez les données macroéconomiques et que vous prenez les chiffres de l'INSEE, aujourd'hui, macroéconomiquement parlant, il n'y a pas de baisse de pouvoir d'achat. Même il y a un pouvoir d'achat qui est en légère hausse. Vous avez un revenu qui augmente de plus de 2,6, 2,7 pour les citoyens, avec une inflation qui est en dessous de 2%. Donc, il y a bien des gains de pouvoir d'achat. Le problème, c'est que c'est une moyenne. Et quand vous êtes dans une moyenne, vous lissez beaucoup les disparités. Et ce que l'on voit, c'est que qu'on essaie de rentrer dans les déciles de revenus, alors ça, c'est un peu plus compliqué parce que la comptabilité nationale ne le délivre pas, donne une moyenne, mais on arrive tout de même à tenter d'en avoir des notions de ces déciles. On s'aperçoit que dans tous ces déciles, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, et qu'effectivement, alors on n'est pas sur Carlos Ghosn, mais que globalement, on se rend compte que plus on gagne dans les déciles de revenus, donc plus on est dans les déciles de revenus élevés, plus ce pouvoir d'achat augmente. Et on voit des déciles qui perdent en pouvoir d'achat. Lesquels ? Alors c'est plutôt les déciles modestes, mais même des déciles qui sont dans le 8e, 9e décile, c'est assez élevé, donc c'est des classes moyennes qui sont supérieures, mais qui soit n'ont pas eu de gain de pouvoir d'achat dans le revenu, soit ont été un peu plus taxés par ce gouvernement. Vous voyez,
il y a à la fois le fait que le chômage ne baisse pas beaucoup et donc les augmentations de salaire sont relativement faibles. Et puis aussi, il y a des budgets qui sont votés, des budgets qui, aujourd'hui, ont comme singularité de faire de la redistribution, mais de la redistribution plutôt vers le haut. Une étude de l'OFCE indique que 42% des mesures qui ont été votées vont plutôt aux 10% les plus aisés. Donc vous voyez que c'est plutôt un choix de... Alors, le gouvernement parle de premiers de cordée, mais vous voyez, ces premiers de cordée, on peut les voir, c'est ceux qui gagnent plus de 4 000 euros par mois. Alors, vous voyez, donc c'est pas non plus forcément des salaires à la Carlos Ghosn, mais c'est vraiment dans ce décile-là où on voit beaucoup de gains, et donc il y a des perdants, ce sont plutôt les classes moyennes supérieures. Faut-il faire confiance aux indices de pouvoir d'achat? C'est une polémique qui revient souvent. On se souvient que Ségolène Royal, par exemple, avait mis en cause le calcul de l'indice. Est-ce que là aussi, il ne serait pas possible de le faire, Éric Heyer ? Il faut pas remettre en cause le calcul. Je pense que l'INSEE fait un très bon travail et dans son calcul, il est relativement juste. Mais il faut juste l'expliquer et le compléter. C'est-à-dire que globalement, effectivement, parler de moyenne, ça n'a peut-être pas beaucoup de sens. Ça a peut-être un sens lorsqu'on veut indexer un certain nombre de minima sociaux. Mais vous voyez que globalement, effectivement, une moyenne, il faut bien que l'auditeur comprenne, c'est que l'INSEE prend un panier de consommation moyen, de la ménagère moyenne, et regarde l'augmentation des prix de ce panier-là. Alors, on peut se dire, ah mais on n'est pas tous dans cette moyenne. Vous voyez, selon la région, on n'a pas exactement le même indice. Mais bon, ça, c'est des facteurs qu'on devrait prendre en compte. Mais même au-delà de ça, ce qu'il faudrait avoir en tête, c'est qu'il y a dans ce panier de consommation des consommations que l'on consomme tous les jours et des consommations que l'on consomme que de temps en temps. Or, ce que nous dit l'INSEE, lorsqu'on regarde les statistiques, c'est que les consommations que l'on consomme tous les jours, les produits que l'on consomme tous les jours, ont une très forte augmentation de prix. Alors, ça, c'est le tabac, c'est l'énergie, c'est le logement. Et ça augmente de plus de 5, 10, 14%. Et donc, on voit l'augmentation des prix tous les jours. Et par contre, il y a des produits que l'on n'achète que ponctuellement, comme les biens manufacturés, eux, baissent. Et donc aujourd'hui, effectivement, un lave-linge vaut moins cher qu'il y a un an, ou un ordinateur vaut moins cher, ou n'importe quel produit manufacturé. On s'en rend pas bien compte, parce qu'on n'achète pas tous les jours un ordinateur ou une machine à laver, mais globalement, dans le panier de consommation, il y a des prix qui augmentent et il y a des prix qui baissent. Ça fait une inflation qui est relativement maîtrisée, aux alentours de 2%, mais avec des fortes disparités. Et le ressenti du consommateur, c'est les produits qu'il achète tous les jours, qu'il est contraint d'acheter tous les jours, il s'aperçoit que finalement, l'augmentation est beaucoup plus forte. Il y a un dernier aspect dans l'indice des prix qui est souvent mal compris par le consommateur, c'est que l'INSEE intègre un effet qualité dans ses prix. Et vous voyez, l'effet qualité, alors ça, c'est pas complètement mesurable. Je pense qu'il faut l'expliquer parce que effectivement, cela suscite beaucoup de questions. Oui, l'effet qualité, vous voyez que quand vous achetez un ordinateur, vous pouvez aller à la Fnac ou n'importe où, vous verrez toujours que l'entrée de gamme coûte 500 €. Bon, voilà, donc on peut se dire, les ordinateurs n'ont pas baissé, les prix des ordinateurs n'ont pas baissé. Or, l'INSEE vous dit que oui, les prix des ordinateurs ou même des lave-linges, de tous les produits manufacturés ont baissé, non pas parce que le prix affiché en magasin est plus bas, non, ça peut être le même, mais c'est pas le même produit que vous achetez. C'est un produit de meilleure qualité qui intègre une technologie différente et de plus haut de gamme. Et donc, le produit que vous avez n'est pas exactement le même et de meilleure qualité. Et donc, du coup, ils redressent les prix et disent, en gros, tu as obtenu un produit moins cher aujourd'hui qu'hier parce que ce produit-là, à même qualité, valait beaucoup plus hier. De la même manière, la baguette de pain, l'INSEE intègre la qualité de la farine qu'il y a à l'intérieur et dit attention, la baguette de pain que tu prends, c'est pas la même farine, elle est beaucoup plus elle est de meilleure qualité, donc elle est plus chère et donc même si le prix affiché est le même, en gros ton produit coûte moins cher. Là, le consommateur a du mal à s'y retrouver. Et on comprend effectivement qu'il y ait des difficultés. On comprend aussi que les consommateurs ne sont pas égaux. Alors là, je ne parle plus donc en fonction de leur salaire, mais en fonction de leur mode de vie et en particulier les gilets jaunes qui manifestent contre l'augmentation du prix des carburants sont évidemment des personnes qui doivent prendre leur voiture. Tout le monde n'a pas à prendre sa voiture pour aller travailler. Est-ce qu'il n'y a pas, sociologiquement plus qu'économiquement,
des inégalités de mode de vie et donc de pouvoir d'achat, Éric Heyer? Si, il y a des inégalités de mode de vie, alors on peut le dire territoriales, bien entendu, même s'il faut un peu les relativiser, c'est-à-dire que effectivement sur les transports, il n'y a pas de doute que on consomme, enfin que ça coûte beaucoup plus cher le transport lorsque on habite loin d'une grande ville, mais en même temps, d'un autre côté, vous voyez, quand vous êtes au SMIC, vous avez le même SMIC quand vous êtes à Paris ou quand vous êtes dans une province, et là, des études de l'INSEE nous indiquent que tout de même le pouvoir d'achat avec un SMIC en province est supérieur au pouvoir d'achat lorsque vous avez le SMIC à l'intérieur de Paris, parce qu'il y a le logement. Et le logement, ça contrebalance quand même un petit peu le transport. C'est-à-dire que ça coûte beaucoup plus cher de se loger à Paris plutôt que d'aller se loger beaucoup plus loin. Et d'ailleurs, il y a un petit cercle vicieux. C'est-à-dire qu'effectivement, puisque ça coûte moins cher de se loger en dehors de Paris, les ménages modestes vont se loger un peu plus loin, mais ils doivent prendre les transports. Et donc, on leur demande d'un point de vue de la transition écologique un effort bien supérieur de ce point de vue-là. Et c'est là le deuxième point, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors qu'il y a un besoin de transition écologique qui est manifeste, là maintenant les rapports du GIEC sont bien là pour nous rappeler systématiquement que on va dans le mur d'un point de vue de la transition écologique. Donc il est indispensable quelque part de mettre en place une taxe écologique. Ça, je pense que c'est pas ça qui est remis en cause, mais le problème c'est qui doit la supporter, cette taxe écologique, et comment on doit financer cette transition écologique, et le faire via le transport. Et on sait que le transport, finalement, touche beaucoup plus les classes modestes. C'est, en fait, mettre en opposition la transition écologique et le social. Et donc, ça rend beaucoup plus compliqué l'acceptation de cette transition écologique, qui est pourtant une nécessité absolue. Alors, effectivement, il y a des gains de pouvoir d'achat quand on habite loin des centres urbains, parce que le logement, comme vous venez de le rappeler, Éric Heyer, est moins cher. Mais s'il y avait ce qu'on pourrait appeler un effet pauvreté. L'effet richesse, c'est quand, par exemple, on dit à un ménage que le prix de son logement, s'il est propriétaire, s'apprécie, il va se sentir plus riche. Si là, il y avait une partie des Français qui considéraient qu'ils étaient plus pauvres parce que leur véhicule diesel, ils ne vont pas pouvoir le revendre le même prix parce que leur logement est plus éloigné. Bref, est-ce que ça, c'est pas une explication aussi de la colère ? Oui, sans doute. Vous voyez, chacun essaye de faire un petit calcul de son actif. C'est-à-dire qu'on regarde si on a des actifs financiers, un petit peu de placement, et surtout son actif non financier, c'est-à-dire c'est sa maison et sa voiture. C'est quand même les deux grandes valeurs non financières de son actif. Alors, sur la voiture, on sait très bien que ça perd très vite. C'est-à-dire, contrairement à l'immobilier, lorsque vous achetez un appartement, vous pouvez espérer que les prix augmentent un jour ou l'autre. On ne se fait pas beaucoup d'illusions sur la voiture. On sait très bien qu'à partir du moment où on a acheté une voiture, dès le lendemain, elle a perdu de sa valeur. Alors là, le problème, c'est que elle perd très vite de sa valeur lorsqu'on a incité tous les Français à acheter massivement du diesel et qu'on leur dit maintenant ça va être la fin du diesel dans quelques temps. Donc on se dit là, si j'avais pensé en retirer même une petite somme sur le marché de l'occasion dans quelques temps, là cette petite somme a fondu comme neige au soleil. Donc effectivement, pour eux c'est une mauvaise nouvelle. Alors ça peut se traduire lorsqu'il y a des pertes d'effet de richesse par une consommation qui est moins forte, parce que on s'aperçoit que ça existe, le lien entre moins je me sens riche en termes d'actifs, moins je consomme. Et donc ça, c'est pas une bonne nouvelle non plus pour l'activité globale. Autre motif de colère. Alors cette fois-ci, on sort du pouvoir d'achat pour aller vers le chômage, parce que ce sont deux revendications différentes. Et il y a un article très intéressant dans le Figaro du jour qui explique donc que la France s'est installée dans un chômage de masse élevé. On est à 9,1% de la population active au chômage et semble-t-il, alors je ne dirais pas qu'on ne voit pas la sortie du tunnel, mais toutes les politiques qui ont été menées semblent ne pas porter leurs fruits. Votre avis à ce sujet, Éric Heyer ? C'est vrai qu'on est déçu par la baisse du chômage, parce qu'il faut quand même rappeler, qu'il y a eu quand même de la croissance économique. 2017, on fait plus de 2% de croissance, 2,3%, et que l'on avait créé plus de 350 000 emplois. Là, aujourd'hui, on est plutôt sur des rythmes de 190 000 créations d'emplois. Donc, il y a tout de même des créations d'emplois aujourd'hui en France, mais il y a une singularité française qui est que la population active augmente vite aussi. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de jeunes qui arrivent sur le marché
marché du travail, en tout cas plus de jeunes qui entrent sur le marché du travail que de seniors qui partent à la retraite. Alors là, on peut voir un petit peu les effets des réformes des retraites, où on a tout de même rallongé l'âge de départ à la retraite, mais qui fait qu'aujourd'hui, pour stabiliser le chômage, il faut créer 130 000 emplois, entre 130 000 et 150 000 emplois. Donc ça veut dire qu'il nous faut beaucoup de création d'emplois pour stabiliser le chômage. Donc ça veut dire qu'il nous faut beaucoup de croissance économique. Et aujourd'hui, la croissance économique se tasse un peu. On l'a vu au premier semestre pour des questions de pouvoir d'achat, soit au niveau national, soit au niveau international. Vous voyez, le prix du baril, tout le monde, tous les grands pays qui sont consommateurs de pétrole subissent ce choc pétrolier, rappelons-le, qui est passé de 45 $ le baril l'an dernier à plus de 80 en ce début d'année. Donc il y a des chocs qui sont exogènes à l'économie française. Ça fait que on a besoin peut-être plus qu'ailleurs de croissance économique, et on n'arrive pas à tenir 2% de croissance pendant quelques temps, de croissance qui serait nécessaire à voir enfin une baisse du chômage. Mais alors, justement, parce que cette explication par la dimension de la population active, elle est souvent invoquée en France, et alors il y a dans le Figaro du jour deux courbes, la courbe de la population active française et de la population active allemande. Alors du fait notamment de l'accueil des réfugiés, il y a eu une augmentation considérable de la population active allemande, et on voit que l'Allemagne crée beaucoup plus d'emplois. En 2017, il y a eu 638 000 emplois créés en Allemagne, il y en a eu 268 000 en France. Comment expliquer, Éric Heyer, que notre économie crée si peu d'emplois ? Non, il y a une part, il y a eu plus de croissance économique en Allemagne l'an dernier, donc il y a une partie qui s'explique par cela. Il y a une autre explication qui est un peu plus étonnante, c'est que globalement, les emplois sont créés avec une durée du travail beaucoup plus faible. C'est-à-dire que il faut avoir ce chiffre en tête. Aujourd'hui, les personnes à temps partiel en France, ça représente à peu près 17% des salariés. En gros, 17% des emplois se font à temps partiel. En Allemagne, c'est 2 fois plus. Donc, vous avez en Allemagne, le temps partiel beaucoup plus développé, et donc du coup, des créations d'emplois aussi qui sont dynamisées par une durée du travail qui est plus faible, pas à temps complet, mais à temps partiel. C'est une autre explication à ce phénomène-là. La dernière, ce sont des politiques qui sont mises en place pour tenter d'enrichir la croissance en emploi. Mais lorsque l'on regarde sur longue période, on peut appeler ça de la productivité. On a des gains de productivité qui sont comparables en France et en Allemagne. Donc c'est pas une explication qui, sur une moyenne de 3-4 ans, pourrait expliquer cet écart. Non, l'écart, c'est plus de croissance et une durée du travail plus faible. Le gouvernement dit qu'il faut être patient. Qu'en pensez-vous ? Effectivement, il y a un pari de ce gouvernement, un pari alors qui peut ressembler à celui du gouvernement précédent lorsqu'il a mis en place le CICE. Vous voyez, quand vous mettez en place des politiques dites de l'offre, contrairement à des politiques dites de la demande, on sait que les politiques de demande ont une action très rapide mais pas pérenne. En revanche, les politiques de l'offre ont une action qui peut être plus pérenne mais moins rapide. Et là, le pari, c'est est-ce que son premier budget qui visait tout de même, on l'a dit en début d'interview, d'aider les ménages plutôt aisés dans la volonté d'attirer des personnes à haut revenu et pourquoi pas stimuler l'investissement qui pourrait, en fin de compte, stimuler l'activité. Ça, c'est un pari, mais effectivement un pari sur le long terme, sur le moyen long terme. Et donc, même si je pense que c'est un pari risqué, il faudra attendre à peu près 3-4 ans pour voir s'il est gagné. Éric Heyer, une autre voie est possible. Le modèle social français n'est pas mort. C'est le livre que vous avez publié en compagnie de Dominique Méda et de Pascal Loquiec. Il est publié chez Flammarion. On évoque aux environs de 8h20 encore les causes économiques de cette colère et puis également les racines médiatiques. Et nous serons en compagnie de Céline Pigalle. Elle est directrice de la rédaction de BFM, cette chaîne d'infos en continu. BFM a largement couvert la contestation des Gilets jaunes et on verra dans quelle mesure cette couverture a pu peser dans la mobilisation. Les matins de France Culture. Guillaume Erner. 8h20, on continue à évoquer la question des gilets jaunes avec tout d'abord un aspect économique en votre compagnie. Éric Heyer, vous êtes directeur du département analyse et prévision de l'OFCE et vous avez publié Une autre voie est possible, un livre chez Flammarion en compagnie de Dominique Méda et Pascal Loquiec. Et nous accueillons Céline Pigalle. Bonjour Céline Pigalle. Bonjour à tous. Vous êtes directrice de la rédaction de BFM et je vous ai
conviés car BFM, cette chaîne d'information continue, a joué un rôle important dans les manifestations. Elle a réalisé d'ailleurs une audience particulièrement élevée samedi dernier, puisque vous avez eu 8 points de PDA, de part d'audience, qui veut dire que par exemple vous étiez devant M6 ce samedi-là. Vos journalistes sont présents dans différentes manifestations et je vais d'abord commencer par un fait qui est un fait de plus en plus commun, l'agression des journalistes. On va écouter d'ailleurs comment ça se passe, comment parfois cela se passe sur le terrain. Des badauds, des gilets jaunes notamment, qui ont décidé de descendre les Champs-Élysées en dépassant complètement... Merci monsieur, excusez-moi. À l'heure actuelle, les forces de l'ordre, vous l'avez vécu en direct, viennent de reprendre la direction de la place de l'Étoile au fond de l'image, puisque je me trouve actuellement du côté de l'avenue de la Grande Armée. Et sur cette avenue, il y a eu quelques points de crispation et de tension, notamment entre certains gilets jaunes et des forces de l'ordre, puisque à de nombreuses reprises, Raphaël Maillauchon, on va vous reprendre dans quelques instants. Les actions vont se poursuivre tout au long de la matinée. Les cheminots continuent de montrer leur détermination. T'es mort Macron, mange t'es mort là, putain. Alors voilà, merci, c'est bien qu'on puisse faire notre travail à peu près normalement. Lionel Top, donc en duplex de Lille, on ne confisquera pas l'information. On ne confisquera pas l'information. Alors la dernière image, comme vous l'avez entendu à la radio, elle provient donc de la manifestation des cheminots. Elle signifie aujourd'hui, Céline Pigalle, que les journalistes sont pris pour cible, particulièrement ceux de BFM. Alors ceux de France Culture sont probablement moins reconnaissables, mais on est tous logés à la même enseigne. Comment vous analysez cela ? Les manifestants nous le disent, ils nous l'expliquent pour certains, en considérant que nous ne disons pas la même chose que ce qui est sur les réseaux sociaux. Au fond, souvent, les uns et les autres sont désormais un peu enfermés dans une bulle médiatique sur ces fameux réseaux sociaux, c'est-à-dire ils se sont construits un univers qui est conforme à ce qu'ils ont envie de savoir et d'entendre. Et lorsque nous tentons de jouer un rôle d'intermédiaire finalement et de donner la parole à tous, de laisser chacun s'exprimer et exprimer aussi des choses dissonantes par rapport à leurs propres convictions, ça devient insupportable pour un certain nombre de gens. Évidemment, on ne peut pas généraliser. L'ensemble des gilets jaunes n'ont pas eu ces comportements, mais honnêtement, ce qu'on a vécu ce week-end et ce qu'on vit ces derniers jours est parfaitement exceptionnel. On est vraiment monté d'une marche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, en réalité, de journalistes sur un point de blocage qui ne se fassent pas à minima insulter. Et on va jusqu'à un journaliste qui se fait caillasser. On va jusqu'à un journaliste reporter d'Images hier soir qui se fait cracher dessus pendant un direct. Avec un autre reporter qui a pris un œuf sur la tête, mais qui sur le moment, alors qu'il est en train de faire un duplex, qu'il est parfaitement concentré face à la caméra, vit une réelle agression, évidemment. Une agression. Mais alors, c'est quand même étonnant parce que vous avez, je dis vous, BFM, eu un rôle important, posant un regard qu'on pourrait qualifier de bienveillant par rapport aux gilets jaunes. Pourquoi ces gilets jaunes font-ils preuve d'agressivité à votre rencontre ? Alors, je sais pas, j'utiliserai pas pour ma part le mot bienveillant. Je pense qu'on a vu naître ce mouvement, notamment sur les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs le paradoxe, au fond, d'entendre beaucoup ces derniers temps que BFM TV aurait créé ce mouvement. Il lui a sans aucun doute donné de l'écho, mais nous lui avons sans doute donné de l'écho. Mais vraiment, c'est bien le caractère très neuf et très atypique de ce mouvement-là, qu'il soit, pour l'essentiel, né sur les réseaux, né sur Facebook, né sur Twitter, né sur toutes sortes de messageries qui permettent d'échanger. Et au fond, ce que disent ces gilets jaunes, c'est « nous n'avons plus besoin de vous » et même « nous ne voulons plus de vous ». Vous, médias, et y compris BFM TV, qui est pourtant une chaîne qui a 13 ans d'âge, qui est donc une chaîne très neuve et pas a priori le média le plus installé, néanmoins, nous sommes considérés comme ces fameux passeurs, les fameux corps intermédiaires dont on ne veut pas, les journalistes en sont aussi un, et c'est à ce titre-là, je crois qu'ils sont contestés, avec cette répétition par un certain nombre de gens du fait qu'on peut se passer de nous. Il y a même eu hier des appels à interrompre la diffusion de BFM TV, au fond à venir sur le site pour empêcher cette diffusion. Alors avant qu'on entende vos images, parce qu'on a réalisé un montage pour ceux de nos auditeurs qui ne regardent pas BFM, Céline Pigalle, j'ai lu que vous étiez aujourd'hui obligé de faire accompagner vos équipes de journalistes par des équipes de sécurité ? Oui. Malheureusement, ça c'est pas neuf, ça fait maintenant quelques années. Depuis, au fond, les récents mouvements sociaux dans les manifestations. Alors,
Il y a une spécificité de BFM TV qui est, encore une fois, que quand vous regardez la caméra, que vous êtes pleinement concentré à discuter, vous ne voyez plus rien autour de vous. Et donc, c'est pas possible de faire son métier de journaliste reporter d'image. Quand vous êtes en train de discuter avec quelqu'un pour enregistrer un reportage que vous diffuserez plus tard, vous pouvez être un peu plus attentif à votre environnement. Quand vous êtes 100% dédié à la caméra, vous ne voyez plus rien. Et donc, il y a une tension particulière et c'est comme ça qu'on avait tenté de la résoudre. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne voit pas cette chose-là reculer et même au contraire, on voit ce mouvement s'amplifier. Avec des comportements qui n'ont plus aucune limite. Ça marque une évolution du métier. On écoute BFM. Ce n'est que le début du mouvement. Là, on est sur une opération escargot. On va bloquer cette station essence, vous le voyez. Hein. En direct, nous sommes en train de rentrer dans une station essence que nous allons bloquer. Puis on va reprendre la 15 direction Paris. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, il est très intelligent, il est très compétent, mais il y a quand même une sorte d'arrogance qui transparaît tout le temps, un côté tête à claque. Du sérum physiologique, si vraiment il y a des débordements qu'on n'a pas réussi, nous, à contrôler et à casser en amont. Car Laetitia de Waal en est convaincue. La mobilisation est partie pour durer. On va camper dans les voitures, quoi. Ouais. On va peut-être finir avec des gobelets sur la plage arrière, des mouchoirs un peu partout. Mais oui, c'est une opération camping. On fait des énormes blocages. Ici, par exemple, des internautes détaillent la marche à suivre pour bloquer un rond-point. Prenez 40 à 50 piétons et marchez en rond sur les passages piétons. On va continuer à à parler de à suivre cette mobilisation des Gilets jaunes. Image en direct du pont de Normandie. On revient dans quelques instants. Alors ça, ce sont des extraits donc, de votre antenne, Céline Pigalle, celle de BFM TV. Moi, j'ai regardé BFM TV samedi après-midi, comme beaucoup de Français, et cela alternait entre des reportages, des commentaires à chaud avec toutes les difficultés de l'exercice. Qu'avez-vous cherché à faire ? On a cherché d'abord à être au plus près de ce mouvement pour essayer de comprendre quelle ampleur il allait réellement prendre. C'est-à-dire que la consigne principale finalement que moi j'ai donnée tout au long de la journée, c'était d'essayer en plus. On avait au total pratiquement une vingtaine d'équipes qui étaient déployées sur l'ensemble du territoire pour aller au-devant de ces mouvements, au-devant de ces blocages, pour dire ça manifeste, ils sont nombreux, ils ne le sont pas, c'est bloqué, c'est un barrage filtrant. Il y avait aussi d'ailleurs toute une notion d'information-service, puisqu'il y avait beaucoup la question de savoir si oui ou non ça allait bloquer le pays, ce qui n'a pas en réalité était le cas, à part quelques points comme ça un peu forts. Et puis ensuite, essayer en effet, en temps réel, d'expliquer, de comprendre ce qui se joue, ce qu'est cette nouvelle forme de mobilisation, la difficulté qu'elle représente, essayer de mettre en perspective l'immense complexité de ce surgissement. Parce qu'on le voit bien, le gouvernement n'a pas d'interlocuteur. Il ne tente pas d'ailleurs d'en faire émerger. Et on est sur quelque chose de très disséminé, qui à la fois, on le voit aujourd'hui, commence quand même nettement à faiblir, mais en même temps ne se laisse d'aucune manière attraper pour ceux qui sont les plus durs. Ceux qui disent que vous avez été bienveillant, j'ai utilisé le mot tout à l'heure, Céline Pigalle, ou en tout cas que vous avez largement contribué à médiatiser ce mouvement, qu'est-ce que vous leur répondez? Vous savez, en 2005, quand il y a eu les émeutes dans les banlieues, on a dit ça aussi. À l'époque, BFM venait tout juste de naître, et au fond, on voit bien que ni les révolutions ni les révoltes n'ont attendu BFM TV pour exister. Et je crois surtout, de façon plus fondamentale, qu'il ne faut pas se tromper. Il suffit pas qu'il y ait des caméras déployées pour que des gens trouvent la motivation de sortir de chez eux pour aller protester. C'est quand même justement la différence fondamentale entre faire des commentaires haineux sur les réseaux sociaux et sortir dans la rue et aller se mobiliser et rester parfois plusieurs jours sur un barrage, c'est pas du tout la même démarche. Et ça, BFM, encore une fois, lui donne de l'écho, lui donne de la visibilité, mais parce que nous pensons qu'il y a là aussi un mouvement profond qui mérite d'être mis en lumière. Je crois que, au fond, les regards se portent particulièrement vers BFM, parce que vous l'avez dit, on a fait des audiences parfaitement exceptionnelles. Il y a au total pratiquement 20 millions de personnes qui sont passées sur l'antenne durant la journée de samedi. Donc évidemment, quand on a l'impression que c'est trop, que c'est trop fort, que c'est extrême finalement, parce que les messages qui passent de ces gilets jaunes sont des messages violents, virulents. C'est vers nous qu'on se tourne. Mais la réalité quand même, c'est qu'on est là face à un mouvement absolument neuf, absolument insaisissable et tout de même un peu inquiétant dans notre incapacité à ouvrir ce dialogue. L'idée selon laquelle il y aurait deux poids, deux mesures, alors vous n'êtes pas les seuls
incriminé, je parle de BFM, peut-être même que on a pu m'accuser de faire cela aussi, mais qu'il y ait par exemple plus de compréhension pour les uns que pour les autres, plus de compréhension pour les gilets jaunes par exemple que pour les cheminots en grève, avec une tentation de rappeler par exemple pour les cheminots qu'ils bénéficient d'avantages indus, tandis que l'on comprendrait la colère des automobilistes. Céline Pigalle. D'abord, on a aussi montré d'autres visages des gilets jaunes qu'un visage sympathique, ça c'est certain. On a montré les débordements qui ont pu se produire. On a tout simplement, même samedi matin, relayé en direct la parole de Christophe Castaner, qui disait c'est très grave, une femme est morte sur un barrage, mesurez ce qui est en train de se passer, il faut que chacun garde la tête froide. Enfin, vous voyez, donc on n'a pas du tout été dans quelque chose de bienveillant, justement. On a montré tous les aspects de ce mouvement. En revanche, ce qui est vrai, c'est que pour des chiffres qui sont d'ailleurs là aussi très difficiles à évaluer. Le reproche est fait au ministère de l'Intérieur d'avoir minimisé, mais la réalité surtout, c'est que nous sommes bien incapables de trouver d'autres sources. C'est d'ailleurs très frappant parce que sur les mobilisations récentes, un certain nombre de médias s'étaient réunis pour faire appel au service de la société Occurrence pour qu'elle fasse des décomptes, pour qu'enfin, justement, on sorte de ces polémiques autour des chiffres. Et là, on est absolument dépassé par ce mouvement-là, parce qu'on ne peut absolument pas avoir une personne sur chaque point de blocage pour faire les décomptes. Et donc, la spécificité de ce mouvement-là, c'est vrai, de mon point de vue, justifie une attention particulière parce qu'on est dans un phénomène nouveau et du coup, on y porte une attention nouvelle. Mais on a du mal à être neutre vis-à-vis d'un mouvement social. Par exemple, ici, mon camarade Boris Couturier m'avait accusé à l'antenne de prêter trop d'importance à Nuit debout. Nuit debout était perçue comme une menace dans d'autres médias. Les zadistes sont souvent perçus comme une menace. Vous aussi, sur BFM, il est compliqué pour vous d'échapper à ce regard, à la sympathie ou à l'antipathie que peut susciter différents mouvements sociaux. Au total, j'ai l'impression, moi, qu'on a été accusé de façon équivalente sur l'ensemble des mouvements que vous citez, de les mettre trop en valeur en simplement rapportant qu'ils existent. Je ne vois pas de différence avec les cheminots, avec les zadistes, et en réalité, c'est peut-être une caractéristique de BFM TV, justement, à travers le direct, notamment de donner la parole aux gens de façon un peu brute, c'est parfois ce qu'on nous reproche, mais du coup, sans énorme filtre de sympathie ou de bienveillance. Éric Heyer est à côté de vous. Éric Heyer, vous êtes économiste et justement, votre regard d'économiste, il est intéressant pour voir comment les médias, tous les médias, restituent les luttes sociales. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, mais celle-ci, effectivement, est très particulière, mais Céline Pigalle l'a bien rappelé. Pourquoi on en a un peu plus de sympathie, me semble-t-il, pour ce mouvement, parce que il n'est pas avec les corps intermédiaires. Aujourd'hui, il y a un rejet de ces corps intermédiaires, que ce soit les partis politiques, les syndicats, pourquoi pas les journalistes, même si j'avais pas forcément cela en tête au tout début. Mais globalement, puisque c'est complètement innovant, c'est un peu plus sympathique. Et puis surtout, il n'y a pas de lutte catégorielle, c'est-à-dire que c'est pas, on a l'impression qu'il lutte pour tout le monde, c'est-à-dire que le mot d'ordre qui n'est pas vraiment très précis, c'est on aimerait avoir un peu plus de pouvoir d'achat et qu'on est un peu trop taxé sur le diesel. Ça peut parler un peu à beaucoup de personnes et donc du coup globalement on est un peu en sympathie. Vous voyez, on n'essaie pas d'avoir uniquement son dû lorsqu'on est cheminot. On se dit tiens là c'est vraiment les uns contre les autres. Là au tout départ du mouvement c'est bien oui effectivement il y a un ras-le-bol fiscal. Bon voilà. Si on peut se retrouver derrière ce mouvement-là, et donc il y a une certaine sympathie avec ce mouvement-là. Alors c'est sûr que les débordements rognent un petit peu ce capital sympathique, et donc je pense que de ce point de vue-là, il va falloir qu'il y ait un mot d'ordre un peu plus précis et surtout quelque chose de sans doute un peu plus canalisé. Céline Pigalle, votre point de vue par rapport à ça, parce que donc alors Éric Heyer parle par exemple de la question du carburant, mais qui dit carburant dit aussi préoccupation ou absence de préoccupation écologique. La taxation des uns, c'est aussi a priori, en tout cas, ça devrait être les biens communs qui sont financés par l'impôt et les taxes. Ce qui est intéressant, c'est que on nous a souvent reproché, les journalistes collectivement, d'être plutôt de gauche. Et aujourd'hui, on nous reproche d'être trop proche de ce mouvement qui manifestement n'arrive pas de la gauche, n'émerge pas de la gauche. Quelle
qu'est-ce qu'on dirait aussi si les journalistes dont on pense parfois qu'ils sont un peu bobos sont trop proches de la cause écolo et ne savent pas entendre. Vous voyez, donc, bon, c'est un peu difficile de naviguer au milieu de tous ces reproches-là. Et nous, on essaye finalement au quotidien de redescendre et de simplement aller à la rencontre de ces gens-là. D'ailleurs, la tension, elle se fait en réalité. Les journalistes de BFM, à cette heure, franchement, vous pouvez pas les soupçonner de grand-chose, puisque précisément, ils travaillent sur un terrain qui est quand même assez tendu et assez difficile. Donc, la sympathie, franchement, ils essayent justement de rester, eux, modérés, posés, de continuer à s'intéresser et à relayer une certaine parole, bien qu'ils vivent quand même des choses un peu tendues. Non, j'imagine en plus que sociologiquement, ce sont les mêmes journalistes qui viennent des mêmes écoles que ceux de France Culture. Ensuite, il y a le surmoi de la chaîne. Par exemple, Fox News a joué un rôle important dans les Tea Party aux États-Unis, et on pourrait imaginer qu'il y ait en France un média, pourquoi pas un média TV, qui décide de devenir le porte-voix, ou en tout cas de s'accommoder une partie de l'opinion. Ça serait d'abord tout à fait démocratique et tout à fait envisageable. Je comprends ce que vous dites, mais c'est absolument pas le modèle de BFM TV qui, si elle a une référence qui est régulièrement partagée, est plutôt CNN que Fox News. Alors ça, c'est plutôt l'autre côté maintenant par rapport à Donald Trump. À cette heure, mais le CNN historique, qui avant de se trouver en but à cette critique permanente de Donald Trump, n'avait pas cette vocation à être engagé politiquement. Aujourd'hui, en effet, les choses ont un peu évolué, mais encore une fois, le modèle à la création de BFM TV, c'était plutôt le CNN des grandes années qui ont précédé le mandat de Donald Trump. Mais alors, le fait que vous ayez l'image, parce que nous, à France Culture, on est privé, ou au contraire, d'ailleurs, on ne monte pas d'image, et en un sens, c'est peut-être aussi un atout, parce que du coup, on ne peut pas dramatiser les choses. Par exemple, samedi après-midi, quand j'ai regardé les images qui étaient diffusées sur BFM, il y avait des manifestants proches de l'Élysée, et il y avait une sorte de dramatisation de l'image qui pouvait laisser penser, Céline Pigalle, que la République était menacée, qu'on était en 1934. Est-ce que ça n'est pas quelque chose qui est à la fois délibéré et finalement qui est en décalage avec la réalité de ce qui était sur le terrain ? Délibéré, non, sur le fait, comme vous le dites, de dramatiser. En revanche, ce qui est vrai, c'est que le fait d'être en direct, le fait d'essayer de comprendre ce qui se joue dans le minute à minute, crée parfois une sensation de tension ou ajoute éventuellement du commentaire à l'image qui peut frapper les esprits. En contrepartie, un mouvement qui s'approche de l'Élysée en n'ayant absolument pas dit que les uns et les autres allaient comme ça se rapprocher de ce bâtiment, qui malgré tout semble un peu surprendre les forces de l'ordre, puisque on les a ensuite très facilement repoussés, mais ils s'étaient quand même approchés de l'Élysée un peu par surprise. Ça reste un moment particulier et qu'on n'avait pas vu dans les précédents mouvements. Donc, vous voyez, il y a une spécificité du direct. Ça c'est une certitude, et de l'image, vous le dites. L'image elle vous tombe dessus différemment d'un commentaire en radio. Ça, c'est indéniable. Alors, le troisième extrait que je vais diffuser est une série de séquences qui ont été controversées sur BFM. Il y en a aussi sur France Culture, mais c'est pas à nous de les diffuser. Et puis, nous, on n'a pas l'image, ce qui, encore une fois, est en un sens un atout. On écoute ces troisième extraits de l'antenne de BFM. Tant que je ne sais pas ce qui s'est passé, pour moi, je peux en vouloir à personne, pour l'instant. Après, voilà, ça reste. Laisser parler la colère, c'est pas une solution. C'est toujours absolument terrible de voir un décès. Maintenant, si vous voulez, je pense que il y a moi, j'ai vu beaucoup de monde ce matin. Il y a une vraie prise de conscience sur ce sujet-là. Ce sont des gens responsables que j'ai vus. C'est une femme super énergique, pleine de vie, et quelqu'un qui aimait partager avec les autres. C'était vraiment quelqu'un de bien. Je dis pas ça parce que c'est ma maman. Hein. On essaie de les dépeindre comme des sauvages. Non, ils sont très responsables, ils savent très bien tout cela. Maintenant, il faut toujours faire attention. Quand il y a du monde dans la rue, il faut toujours faire très attention. Et je déplore quand il se passe des choses comme cela. Mais la balle est dans le camp du gouvernement. Mon ras-le-bol, ma colère, je voudrais l'adresser à M. Macron.
je suis artisan de taxi. Eh bien, aujourd'hui, vous voulez que je vous dise, monsieur Macron, je suis au bord du suicide. Je fais partie de la classe moyenne, j'ai un crédit maison, j'ai toutes les taxes indirectes que je me prends dans la gueule, je suis celui qui mange le plus. Une série d'extraits. Alors vous avez par exemple entendu Florian Philippot qui donc se disait tout à fait solidaire des Gilets jaunes, la fille de cette femme qui est morte sous une voiture suite donc à un incident, un drame lors de la mobilisation des Gilets jaunes, une femme artisan taxi qui s'adresse à Emmanuel Macron. Et là, effectivement, la question, c'est de savoir qu'est-ce que l'on montre, qu'est-ce que l'on ne montre pas. Céline Pigalle. Alors déjà, je dois dire que sur le montage, évidemment, les choses n'arrivent pas comme ça à l'antenne. C'est-à-dire qu'il y a des séquences qui se succèdent. Et il y a sur l'antenne des séquences qui sont des séquences à l'extérieur, auprès des différents gilets jaunes, et il y a toujours en contrepoint, et c'est valable d'ailleurs pour la séquence que vous mentionniez sur l'Élysée, on diffuse quelques minutes de ce qui est en train de se passer à l'extérieur, et on rend toujours la parole au plateau pour justement ne pas laisser simplement le reporter dans une situation qui le prive en partie de perspective, et pour que d'autres qui ont déjà un peu plus de recul aient l'occasion de prendre justement un petit peu de recul sur cette situation. Qu'est-ce qu'on montre et qu'est-ce qu'on ne montre pas ? Encore une fois, on essaye d'aller au-devant des acteurs du terrain. On essaye ensuite d'avoir en plateau un certain nombre de gens qui peuvent contextualiser ce qui est en train de se passer. Et puis après, on a les différents acteurs politiques qui, eux aussi, sont saisis de cette situation. Et c'est avec ces trois éléments-là, finalement, qu'on organise l'antenne. Bon, mais Florian Philippot, aujourd'hui, il n'est plus au Rassemblement National. Nous, hier, on a fait Gilbert Collard, mais il est au Rassemblement National. Et le CSA nous demande donc de respecter des équilibres de temps de parole. Est-ce que Florian Philippot, par exemple, est quelqu'un dont la présence se justifie pour des raisons politiques ou bien parce que, comme certains l'ont moqué, il était souvent sur votre antenne? Alors, il était en effet beaucoup plus souvent sur notre antenne qu'il ne l'est aujourd'hui, sans plaindre d'ailleurs. À l'époque, parce qu'il était un représentant du Front National et que donc, comme vous le dites, pour respecter les critères de temps de parole du CSA... Il faut dire aussi aux auditeurs qu'il y a peu de personnes disponibles au Front National, maintenant au Rassemblement National. Peut-être qu'il y en a un tout petit peu plus, mais en attendant, c'est vrai qu'il a incarné le Front National pendant de longues années. À l'occasion de ce week-end, sur les 3 derniers jours, je crois qu'il est intervenu une fois, quelques minutes. Il reste un personnage de cette vie politique, mais c'est vrai que sa présence est beaucoup moins importante sur nos antennes qu'elle ne l'était. En revanche, des membres du Front National, il y en a eu plusieurs, parce qu'en effet, aujourd'hui, il représente une force politique importante dans ce pays. Non, ça n'est évidemment pas contestable, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on suit effectivement ces équilibres de temps de parole. Est-ce que ce mouvement, est-ce que les différents mouvements, vous considérez, Céline Pigalle, qui sont des mouvements qui doivent être suivis? Parce que là aussi, on voit les différentes mobilisations. Aujourd'hui, il y a une mobilisation d'infirmières, par exemple. Est-ce que vous les suivez de manière équivalente, ou lorsque vous décidez, par exemple, d'apporter une couverture assez large aux Gilets jaunes, vous avez parlé de 20 équipes, vous considérez qu'il y a une affinité, par exemple, entre votre audience et celle des Gilets jaunes? Alors ça n'a pas du tout été le critère d'affinité. Je pense que le critère majeur, c'est celui de l'absolue nouveauté. On va traiter très largement aujourd'hui de la mobilisation des infirmières, mais on a commencé ce matin à en parler, mais c'est vrai aussi que ça n'est pas tout à fait le même surgissement que ce mouvement des Gilets jaunes qui est atypique, nouveau, difficile à saisir. On est dans quelque chose, malheureusement, on peut le dire, pour les infirmières, de plus classique et de plus régulier, et qui, du coup, c'est vrai, nous saisit moins que d'autres mouvements, même si, encore une fois, il n'empêche qu'elles ont tenu beaucoup, ces derniers jours, les infirmières, à se désolidariser et à essayer de trouver un espace médiatique différent de celui des Gilets jaunes, en refusant absolument de dire qu'il pourrait y avoir coalition entre eux. Mais elles auront leur place sur l'antenne, évidemment, aujourd'hui. En tant qu'observatrice de l'actualité en France, Céline Pigalle, comment voyez-vous l'avenir du mouvement? Vous avez dit tout à l'heure qu'il était peut-être en train de s'essouffler. Est-ce que... Il est nettement aujourd'hui, d'après ce que j'en ai vu et ce que j'ai pu lire des messages de nos différents reporters, en train de faiblir, avec comme contrepartie un durcissement pour ceux qui veulent poursuivre le mouvement.
et sans qu'on ait vraiment moyen de dire ce qu'il va devenir dans les jours qui viennent, puisqu'il y a quand même un appel à la mobilisation samedi qui est un appel national. Ils souhaitent se réunir sur la place de la Concorde, ce que les autorités ne souhaitent pas. Et donc tout ça, c'est quand même là aussi plutôt ferment de tensions nouvelles et encore une fois, je pense, de durcissement. C'est-à-dire que ceux qui voulaient se faire entendre modestement l'ont fait et ceux qui vont demeurer sur les blocages, voilà, on voit que c'est une tension accrue. Est-ce que vous savez d'ores et déjà le dispositif que vous allez mettre Non, parce que c'est une spécificité aussi. En réalité, jusqu'à la dernière minute vendredi, on a dû ajuster, puisqu'on peine, n'ayant pas d'interlocuteur officiel de ce mouvement, à trouver les informations. Et nous en sommes rendus à parcourir les réseaux comme les Gilets jaunes qui souhaitent se mobiliser pour essayer de glaner ces informations et de les faire remonter. Éric Heyer, un dernier mot sur l'avenir de cette mobilisation. Est-ce qu'il est possible, puisque nous avons parlé dans une première partie, du gain ou des insatisfactions en matière de pouvoir d'achat, et ceci ne va évidemment pas être apaisé par les différents discours gouvernementaux. Qu'est-ce que vous envisagez pour la suite ? C'est compliqué parce qu'il n'y a pas un vrai mot d'ordre. Vous voyez, pour arrêter ce genre de conflit, le gouvernement pourrait l'arrêter en cédant, mais on ne sait pas ce que ça veut dire céder dans ce cas de conflit, puisqu'il n'y a pas une vraie revendication. Peut-être qu'il va s'arrêter parce que sans doute l'allié aujourd'hui du gouvernement, c'est que le prix du baril est en train de chuter. Et rappelons-le, il est passé de plus de 80 à 65 $ le baril. Et donc peut-être que effectivement, on verra le prix à la pompe baisser de lui-même. Mais je suis pas sûr que le mouvement soit uniquement lié à ce prix des carburants. Il est bien plus large et j'ai pas l'impression que le gouvernement veut changer de cap. Céline Pigalle de BFM TV et Éric Heyer. Éric Heyer, je rappelle votre ouvrage « Une autre voie est possible, le modèle social français n'est pas mort » aux éditions Flammarion. C'est coécrit avec Dominique Méda et Pascal Loquiec. Merci à tous les